En 1992, Le Dernier des Mohicans a vu le jour, une œuvre marquée par une beauté à couper le souffle et des performances inoubliables. Pourtant, 33 ans plus tard, la véritable histoire s'avère bien plus sombre que le film lui-même. Célébrité, maladie, chagrin et même la mort. Qui parmi eux est encore en vie aujourd'hui? La réponse risque de vous surprendre. Russell Means incarnait Chingachgook. Vous vous souvenez de Chingachgook? Il était le dernier guerrier de la tribu mohicane dans Le Dernier des Mohicans, sorti en 1992. David Schofield incarnait le sergent-major, ce soldat sévère et discipliné du film Le Dernier des Mohicans. Vous vous souvenez sûrement de lui, un homme à la voix d'acier, au regard froid, symbole de loyauté dans un monde en train de s'effondrer. Il représentait parfaitement celui qui a passé sa vie à obéir aux ordres pour finalement découvrir, lorsque la guerre s'achève, qu'il n'a plus de foyer où retourner. Né dans une famille ouvrière de Manchester, David connut très tôt la dureté de la vie. Avant d'être acteur, il fit tous les petits métiers du théâtre, servir le thé, nettoyer la scène, écrire de courts textes, tout cela pour rester près de la lumière des projecteurs. Son parcours vers le cinéma ne fut pas pavé de chance, mais de sueur et de nuits blanches. Lors du tournage de Gladiator 2000, il subit de multiples égratignures et contusions à force de tourner d'interminables scènes d'arène. Puis, pendant Pirates des Caraïbes 2006-2007, les longs jours de tournage en pleine mer le rendirent malade et épuisé, au point de s'évanouir presque au milieu des vagues. « J'avais 50 ans, malade comme un enfant », raconta-t-il plus tard. Mais j'ai continué, parce que m'arrêter aurait signifié perdre. Cette persévérance fit de lui l'un des visages les plus respectés du cinéma britannique. David Schofield ne fut jamais une star de box-office, mais il fut toujours l'âme silencieuse de chaque production à laquelle il participa. De Un loup-garou américain à Londres jusqu'à The Last Kingdom, il apporta à ses rôles une authenticité brute, une forme de jeu qui ne nécessitait aucun artifice, seulement la vérité. David Schofield interpréta le sergent-major à l'âge de 41 ans. En 2025, il a 74 ans et vit toujours à Manchester avec sa famille. Il apparaît encore occasionnellement dans des séries télévisées et enseigne le jeu d'acteur aux jeunes générations. Sa fortune est estimée à environ $1 million, amassée au fil d'une carrière cinématographique s'étendant sur plus de 50 ans. Terry Kinney incarnait le soldat chevronné John Cameron. Bien qu'il ne soit pas au centre de l'histoire, chaque apparition de son personnage laissait une empreinte. On ressentait à travers lui la loyauté, la fatigue et cette tristesse silencieuse dissimulée derrière un visage buriné. Terry Kinney donna à John Cameron une profondeur rare, peu de mots, beaucoup de pensées, comme si tout un passé se reflétait dans chacun de ses regards. Mais la vie en dehors de l'écran fut bien plus rude que les champs de bataille qu'il incarnait. En 1993, il était déjà épuisé par des tournages sans fin, dormant à peine quelques heures par nuit. La pression constante le mena au bord de l'effondrement mental. Puis vint Oz, 1997-2003, où il joua Tim McManus, un administrateur de prison idéaliste rongé par la culpabilité. Ce rôle brouilla dangereusement la frontière entre fiction et réalité. Il y avait des moments où je ne savais plus où McManus s'arrêtait et où moi je commençais, confia-t-il un jour. Chaque saison de la série lui laissa une cicatrice supplémentaire, mais c'est de cette douleur qu'il découvrit le véritable sens de l'art. Co-fondateur du Steppenwolf Theatre à Chicago, Terry ne se limita pas à jouer, il devint mentor, créant un espace où une nouvelle génération d'artistes pouvait s'exprimer. Il mit en scène des pièces sur la solitude, la perte et la rédemption des thèmes qu'il connaissait intimement. En repensant à son parcours, il déclara un jour « Chaque rôle que j'ai interprété est une manière de parler à mes propres peurs ». Terry Kinney interpréta John Cameron à l'âge de 38 ans. En 2025, il a 71 ans et vit à Brooklyn, New York. Toujours actif, il enseigne, joue et met en scène des productions théâtrales indépendantes. Sa fortune est estimée à environ $4 millions, incluant son appartement et un studio privé où il continue de créer et d'inspirer. Stephen Waddington incarnait le major Duncan Hayward, l'officier au cœur calme,
Déchiré entre le devoir et l'amour, l'un des personnages les plus tragiques et bouleversants du film Le Dernier des Mohicans. Lorsque Stephen Waddington regarda Cora pour la dernière fois, ce regard contenait tout l'orgueil, la défaite et le sacrifice. Il n'avait pas besoin de mots, son silence seul racontait l'histoire d'une âme noble, choisissant la mort pour préserver son honneur. Mais derrière cette sérénité apparente, Stephen Waddington avait payé un lourd tribut pour son art. Pendant le tournage de 1492, Christophe Colomb 1992, il s'effondra sous le soleil brûlant d'Espagne, souffrant de déshydratation et d'une perte de poids dramatique après seulement quelques semaines de tournage. Les scènes de bataille, longues et éreintantes, lui laissèrent les mains couvertes de plaies, mais il persista, déclarant « Un rôle historique vaut bien un peu de douleur ». Puis, sur Sleepy Hollow 1999, les interminables séquences d'action et les lourds costumes mirent sa colonne vertébrale à rude épreuve, le forçant à suivre des mois de rééducation physique par la suite. Malgré tout cela, Stephen ne cessa jamais d'avancer. Au fil des ans, il entra dans une nouvelle phase de sa carrière, devenant un visage familier de la télévision britannique dans des séries telles que The Tudors et Jamestown, où il fut salué pour sa prestance et la profondeur de son jeu. Grâce à sa persévérance et à son humilité, il transforma les difficultés en leçons et les seconds rôles en empreintes durables. Aujourd'hui, au-delà du métier d'acteur, il écrit et réalise, comme s'il était enfin prêt, après des décennies devant la caméra, à raconter sa propre histoire. Stephen Waddington interpréta le major Duncan Hayward à l'âge de 24 ans. En 2025, il a 57 ans et vit dans le Yorkshire avec sa femme, l'actrice Jane March, et leur fils. Sa fortune est estimée à environ 2 millions de dollars, comprenant une maison de campagne historique et une précieuse collection de scénarios personnels. Wes Studi incarnait Magua, vous vous en souvenez sûrement, l'un des antagonistes les plus complexes et les plus inoubliables du film Le Dernier des Mohicans. Wes Studi ne s'est pas contenté de jouer Magua, il l'a habité, il l'a vécu. Un homme à la fois cruel et brisé, consumé par la perte et la vengeance. Chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, le public ne se contentait pas de le craindre, il ressentait sa douleur. Comme son personnage, Wes dut traverser l'obscurité pour se retrouver. Avant de devenir acteur, il fut soldat pendant la guerre du Vietnam, où il apprit que survivre n'est pas seulement un instinct, mais une cicatrice que l'on porte à jamais. Lors du tournage de Danse avec les loups 1990, les longues scènes à cheval l'épuisèrent, il chuta même plusieurs fois de sa monture. Puis, dans Geronimo, An American Legend, 1993, le poids de représenter un héros historique le hanta. Il voulait honorer l'histoire sans trahir l'héritage de ses ancêtres. « Je n'ai pas peur de mourir sur un plateau », déclara-t-il un jour. Ce qui me fait peur, c'est que les gens oublient qui nous sommes. Sa persévérance finit par être récompensée. En 2019, Wes Studi devint le premier Amérindien à recevoir un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Lorsqu'il monta sur scène et prononça quelques mots en cherokee, le monde entier retint son souffle. Ce n'était pas seulement sa victoire, mais celle de millions de voix autochtones longtemps effacées de l'histoire. Même après la gloire, Wes resta humble. Il vit aujourd'hui avec sa femme dans un petit ranch à Santa Fe, où il élève des chevaux, joue de la musique et enseigne la langue cherokee aux enfants. Wes Studi incarnait Magua à l'âge de 45 ans. En 2025, il a 78 ans, toujours en bonne santé, toujours actif et toujours considéré comme l'âme vivante des peuples autochtones à l'écran. Sa fortune est estimée à environ 1 million de dollars, incluant sa maison et son ranch à Santa Fe. Jodie May incarnait Alice Munro, la douce et fragile jeune femme, prise dans la tourmente de la guerre, l'âme la plus pure du film Le Dernier des Mohicans. Quand Jodie courait à travers la forêt, les larmes aux yeux, le public avait l'impression d'assister à la fuite même de l'innocence, emportée par le destin. Pas une seule réplique n'était inutile, pas un seul regard sans émotion. Alice devint le symbole de la pureté perdue dans un monde ravagé par la violence. Et Jodie, qui n'avait que 17 ans à l'époque, fit croire à tous qu'elle était née pour exister dans cet univers tragique et envoûtant. Mais le véritable parcours de Jodie May allait bien au-delà du glamour du cinéma. À seulement 12 ans,
Elle monta sur scène et devint la plus jeune actrice à remporter le prix de la meilleure actrice pour Un monde à part 1988. Un rôle politiquement intense, bien au-delà des limites émotionnelles d'une enfant. La pression fut immense, elle passa des semaines sans dormir et avoua plus tard qu'elle ne pouvait pas se résoudre à revoir le film. Puis vint The Gambler 1997, où jouer aux côtés du légendaire Michael Gambon la remplit d'une angoisse profonde. « Je me suis toujours sentie petite, effrayée », confia-t-elle. « Mais c'est aussi comme ça que j'ai appris à tenir bon. » Après des années de résilience silencieuse, Jodie choisit une voie différente, non pas guidée par la célébrité, mais par la profondeur artistique. Elle réapparut dans Gentleman Jack et The Witcher, non plus comme la jeune fille fragile d'autrefois, mais comme une femme forte, affirmée et émotive. En parallèle, elle se lança dans l'écriture et la réalisation, consacrant son talent à des projets centrés sur les femmes dans le cinéma. Une transformation discrète, mais profondément inspirante. Jodie May interpréta Alice Munro à l'âge de 17 ans. En 2025, elle a 50 ans et vit à Londres où elle poursuit sa carrière d'actrice et de réalisatrice indépendante, enseignant parfois dans des écoles d'art. Sa fortune est estimée à environ 3 millions de dollars, comprenant un petit appartement à Hampstead et un studio privé où elle écrit ses scénarios. Eric Schweig incarnait Uncas, le dernier fils de la tribu Mohicane. Ce personnage a conquis les cœurs par sa force tranquille, sa loyauté et son regard cherchant toujours ce qui était juste. Eric Schweig apporta au rôle une authenticité bouleversante. Il n'avait pas besoin de longs discours, un seul regard suffisait à raconter l'histoire d'un peuple effacé par le temps. Mais pour atteindre une telle vérité, Eric dut affronter ses propres combats. Lors du tournage de Squanto, à Warrior's Tale 1994, il se blessa légèrement à la jambe en plein cœur de la nature sauvage canadienne, le sang s'infiltrant à travers ses mocassins. Pourtant, il continua à jouer jusqu'à ce que le réalisateur crie « Coupé !». Plus tard, pour The Missing 2003, il apprit une ancienne langue apache presque oubliée. L'isolement et la pression constante entraînèrent une insomnie chronique, mais Schweig ne se plaignit jamais, convaincu que chaque rôle était un hommage à ses ancêtres autochtones que le monde avait négligés. Puis la vie prit un tournant plus sombre. La célébrité ne le protégea pas de ses propres démons. Dépendance, solitude, sentiment d'abandon par Hollywood, il traversa une période d'ombre. Mais comme un cas se dressant dans la fumée de la bataille, Eric finit par retrouver sa voie. Il quitta l'industrie du cinéma, apprit la sculpture sur bois et commença à créer des masques inuits imprégnés d'un esprit ancestral. Ces dernières années, il adopta 2 enfants orphelins, qu'il considère comme le plus beau cadeau de son existence. Eric Schweig interpréta Uncas à l'âge de 25 ans. En 2025, il a 58 ans et vit paisiblement à Vancouver, travaillant comme bûcheron et apparaissant parfois dans des films indépendants. Sa fortune est estimée à environ 1 million de dollars, comprenant une petite maison en bois parfumé et ses œuvres artisanales qu'il chérit comme des amis. Madeleine Stowe incarnait Cora Munro, vous vous en souvenez sûrement. Elle était cette femme fière et intelligente, capable d'aimer au cœur même du chaos de la guerre. La douceur incarnée dans Le Dernier des Mohicans. Madeleine Stowe lui donna vie avec des yeux à la fois féroces et profondément blessés, rendant impossible pour le public de détourner le regard. Pourtant, derrière ce visage doux se cachait une femme à la fois épuisée et incroyablement résiliente. Lors du tournage de Stakeout 1987, elle endura d'interminables nuits de travail, dormant moins de 3 heures par jour, le corps tendu par les scènes d'action répétées. Je souriais devant la caméra, mais en vérité, j'essayais juste de rester éveillée, avoua-t-elle un jour. En 1995, dans 12 Monkeys, son rôle de psychiatre prisonnière d'un monde étouffant la poussa vers une douce mélancolie. Bruce Willis raconta que Madeleine restait souvent assise en silence pendant des heures après les prises, comme si toute son énergie avait été absorbée par son personnage. Après ces années éprouvantes, Madeleine se réinventa grâce à la télévision. Son interprétation de Victoria Grayson dans Revenge la ramena à la célébrité, cette fois avec une présence plus froide, plus puissante et une élégance tragique. Mais au milieu des applaudissements,
Elle comprit que la gloire n'avait aucune valeur comparée à la paix qu'elle trouvait auprès de sa famille. Alors, lorsque Revenge prit fin, elle choisit de s'éloigner des projecteurs, consacrant sa vie à son mari et à sa fille, un choix simple, mais bien plus courageux que n'importe quel rôle qu'elle ait jamais joué. Madeleine Stowe interpréta Cora Munro à l'âge de 34 ans. En 2025, elle a 67 ans et vit à Los Angeles, apparaissant occasionnellement dans des productions cinématographiques ou comme invitée sur des chaînes de cinéma classique. Sa fortune est estimée à environ 15 millions de dollars, comprenant sa maison vintage et sa collection d'art privé. Daniel Day-Lewis incarnait Hawkeye, l'homme surgissant du désert, porteur d'une liberté sauvage et d'un sens inébranlable de la justice. C'était lui, œil de faucon. Daniel Day-Lewis lui donna vie avec une intensité rare, alliant force, précision et profonde humanité. Il ne sauvait pas seulement des vies dans le film, il semblait sauver un fragment d'esprit humain dans un monde déchiré par la violence. Pour incarner ce rôle, Daniel vécut littéralement comme Hawkeye. Il dormait dans les bois, chassait, fabriquait ses propres armes et gardait son long fusil sur lui durant tout le tournage. Mais ce perfectionnisme eut un prix immense. Déjà, pendant My Left Foot, il s'était épuisé, passant des mois dans un fauteuil roulant et se blessant à la colonne vertébrale. Puis, sur Gangs of New York, il se poussa à nouveau à la limite, apprenant la forge, vivant dans un froid glacial, refusant de porter des vêtements chauds, fidèle à son personnage qui ne l'aurait pas fait. Son corps souffrait, mais ses yeux brûlaient encore de vie, car Daniel ne jouait pas, il vivait. Cette douleur fut finalement récompensée 3 Oscars pour My Left Foot, There Will Be Blood et Lincoln. Ces trophées n'étaient pas seulement des victoires, mais la preuve qu'il avait tout sacrifié à la vérité artistique. Pourtant, derrière la gloire se cachait une âme solitaire. Il confia un jour « Chaque fois que je termine un rôle, j'ai l'impression de mourir un peu. » Peut-être est-ce pour cela qu'en 2017, Daniel choisit de se retirer, quittant la scène au sommet de sa carrière, conscient que continuer, ce serait risquer de se perdre entièrement. Daniel Day-Lewis interpréta Hawkeye à l'âge de 35 ans. En 2025, il a 68 ans, vivant paisiblement en Irlande avec sa femme et ses enfants, travaillant parfois comme charpentier, une passion ancienne qui lui a autrefois sauvé l'esprit. Sa fortune est estimée à environ 60 millions de dollars, incluant ses propriétés en Irlande et sa collection de voitures anciennes. Pete Postlethwaite incarnait le capitaine Beams, un officier britannique simple, homme de peu de mots, dont le regard reflétait à la fois la rigueur du devoir et la solitude du commandement. Il lui donna vie avec une humanité austère, suscitant chez le public autant d'admiration que de compassion. Dans ses silences, sur le champ de bataille, on pouvait presque sentir qu'il écoutait le dernier souffle de l'honneur lui-même. Pourtant, derrière la caméra, la vie de Pete était tout sauf paisible. C'était un acteur qui donnait plus que son corps ne pouvait supporter. Pendant le tournage de Au nom du père 1993, Pete faillit s'effondrer d'épuisement après des journées interminables et des scènes de prison étouffantes. Il vécut la douleur d'un père ayant perdu son enfant avec une intensité telle qu'après chaque prise, il restait des heures à retrouver son calme. Puis vinrent Usual Suspects 1995 et un nouveau défi de longs dialogues, des tournages nocturnes et la pression d'évoluer aux côtés d'un casting d'acteurs puissants. Tous voyaient sa discipline, mais peu savaient qu'il tremblait de fatigue en quittant le plateau. Le succès arriva tard, mais quand il frappa, ce fut comme une tempête. Sa nomination aux Oscars pour Au nom du père fit de lui un symbole de ce qu'un véritable acteur de soutien pouvait être, un homme n'ayant pas besoin d'un premier rôle pour être inoubliable. Steven Spielberg le qualifia un jour de meilleur acteur du monde, ce à quoi Pete répondit en riant « Il doit sûrement se tromper ». Sous ce sourire discret se cachait un homme qui avait troqué sa santé, sa jeunesse et son cœur contre son art. Lorsque le cancer du pancréas le frappa, il refusa de cesser de travailler. Dans sa dernière année, bien que fragile et amaigri, Pete revint pour Inception et The Town, comme s'il savait qu'il offrait ses derniers adieux. Pete Postlethwaite interpréta le capitaine Beams à l'âge de 46 ans. Il s'est éteint le 2 janvier 2011, à 64 ans, après une longue bataille contre le cancer du pancréas. Sa fortune était estimée à 2 millions de dollars, incluant sa maison dans le Shropshire et sa précieuse collection de voitures anciennes.
Patrice Chéreau incarnait le général Montcalm, ce fier commandant français que l'on se souvient tous avoir vu affronter la guerre avec dignité. Il lui donnait vie avec un regard calme, des épaules lourdes de devoir et la solitude d'un homme conscient de l'inévitable la mort de l'honneur au milieu de la fumée des batailles. Il n'apparut que dans quelques scènes, mais le public ne l'a jamais oublié, car il rendait la guerre profondément humaine. Dans la vraie vie, Patrice vivait de la même façon intense, perfectionniste, toujours en lutte avec lui-même. Lorsqu'il réalisa La Reine Margot, il fut presque épuisé après 6 mois de tournage continu, plongé dans des scènes sanglantes et chaotiques. Chaque nuit, il restait allongé, les yeux fixés au plafond, le cœur battant sous la tension, entendant encore les cris de ses personnages dans sa tête. Puis vint l'intimité, et avec elle, le scandale. Le public le jugea, certains amis s'éloignèrent, mais Patrice resta droit. « Je n'ai pas peur de la vérité », disait-il, seulement du moment où l'art commence à mentir. Plus il était acculé, plus il créait avec passion. Dans ses dernières années, même affaibli par la maladie, il continua à diriger le théâtre, l'opéra et le cinéma, comme si chaque instant restant méritait d'être vécu pleinement. Mais le cancer du poumon le frappa comme une tempête. L'homme qui jadis bouleversait les foules se retrouva alité, le sourire toujours présent. Il confia un jour « J'ai passé ma vie à parler de la douleur humaine. Il ne reste plus que la mienne. » Patrice Chéreau jouait le général Montcalm à l'âge de 48 ans. Il s'est éteint le 7 octobre 2013, à l'âge de 68 ans, après une longue bataille contre le cancer du poumon. Sa fortune était estimée à 10 millions de dollars, incluant sa maison parisienne et sa précieuse collection d'art. Dennis Banks incarnait le rôle de Noagawas Gone. Bien que ce guerrier mohican soit resté silencieux à l'écran, ses yeux racontaient une histoire triste que le public n'oubliera jamais. Dennis Banks n'avait pas besoin de beaucoup de répliques, il lui suffisait de se tenir là, droit, fier, comme le symbole vivant d'un peuple oublié. Il rappelait au monde que parfois, le silence résonne plus fort que les cris de guerre. Pourtant, dans la vraie vie, les batailles de Dennis étaient bien plus brutales. À la fois acteur et leader du mouvement des Amérindiens AIM, il portait la voix de son peuple sur ses épaules. Pendant le tournage de Thunderheart, il dut affronter les montagnes glacées, assister à des réunions, faire face à la presse et rester ce symbole vivant que tous admiraient. Son corps était épuisé, mais son esprit brûlait d'une flamme indomptable. « Si je reste silencieux, qui parlera pour nous ?» répétait-il sans cesse. Les années passèrent, mais Dennis ne s'arrêta jamais. Malgré les poursuites judiciaires, les critiques et l'épuisement, il poursuivit sa mission, même lorsque son propre corps commença à le trahir. Après une opération cardiaque, des complications survinrent, une pneumonie le laissa sans souffle. Pourtant, il insista pour achever ses derniers engagements et prononcer ses discours finaux. Il savait que la fin approchait, mais il refusa de tomber avant d'avoir accompli sa mission. Dennis Banks, alias Noagawas Gone, avait 55 ans lors du tournage. Il s'est éteint le 29 octobre 2017, à l'âge de 80 ans, des suites de complications liées à une pneumonie. Sa fortune était estimée à 1 million de dollars, comprenant sa maison dans le Minnesota et sa précieuse collection d'artefacts amérindiens. Russell Means n'a pas seulement joué. Il a vécu chaque instant, comme s'il portait l'âme de son peuple dans chaque mot, chaque regard. Il est devenu un symbole de fierté, de perte et de force inébranlable. Après que les projecteurs se soient éteints, la vie de Russell fut loin d'être paisible. Il était à la fois acteur et leader du mouvement des Amérindiens, l'AIM, un rôle presque impossible à concilier. Pendant le tournage de Thunderheart, il parcourait des milliers de kilomètres à travers des terres désolées, puis revenait pour diriger les manifestations. Au moment où il travaillait sur Natural Born Killers, les scènes violentes du désert l'avaient épuisé, au point qu'il s'évanouissait sur le plateau. Pourtant, il riait et disait à ses collègues « Si j'ai survécu à la guerre et à la pauvreté, aucun film ne pourra me vaincre. » Mais même le plus fort des guerriers finit par tomber. Le cancer de l'œsophage s'est insinué lentement, vidant peu à peu ses forces. Il refusait néanmoins de s'arrêter. Il a continué à jouer, à parler,
même lorsque sa voix faiblissait. Dans ces dernières années, il s'asseyait souvent sur son porche, regardant le soleil se coucher, et murmurait « Si je meurs, qu'ils se souviennent que les Mohicans ont autrefois vécu ». Russell Means incarnait Chingachgook à 53 ans. Il est décédé le 22 octobre 2012 à l'âge de 72 ans, après une longue bataille contre le cancer. Sa fortune avoisinait les 500 000 $, incluant sa maison dans le Dakota du Sud et les artefacts amérindiens qu'il avait précieusement conservés. Colm Meaney incarnait le Major Ambrose dans Le Dernier des Mohicans. Un homme déchiré entre la raison et la conscience, quelqu'un qui comprenait qu'à la guerre, il n'y a jamais de véritable vainqueur. Meaney donna vie à ce personnage avec un visage marqué par l'expérience et une voix qui portait à la fois le poids du devoir et celui de la fatigue. À travers lui, le public ressentait toute la responsabilité, la lassitude et la douleur d'un soldat lucide. Pour Colm, le chemin vers l'art fut lui aussi une longue bataille. Il débuta dans les petites scènes de Dublin, où on lui disait souvent qu'il était trop ordinaire pour devenir célèbre. Pourtant, c'est précisément cette simplicité qui lui permit de disparaître totalement dans chacun de ses rôles. Du père en difficulté dans The Snapper, 1993, à l'ingénieur bien-aimé Miles O'Brien dans Star Trek, Deep Space Nine, Colm Meaney devint l'un des visages les plus familiers et les plus respectés de la saga légendaire. À une époque, le rythme de tournage incessant le laissa si épuisé qu'il plaisanta. « J'ai passé une décennie entière à vivre dans l'univers Star Trek. » Mais Meaney refusa d'être enfermé dans une seule image. Après Star Trek, il fit exploser son talent avec des rôles puissants dans Conner, Layer Cake, The Damned United et la série Hell on Wheels, où il incarna avec brio la détermination impitoyable d'un magnate du chemin de fer de l'Ouest. En 2025, Colm Meaney a reçu le prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière décerné par l'Académie irlandaise du cinéma et de la télévision, une reconnaissance méritée pour plus d'un demi-siècle de passion et de dévouement. Colm Meaney interpréta le Major Ambrose à l'âge de 39 ans. En 2025, il a 72 ans et vit à Monaco avec sa femme, la créatrice française Inès Glorian. Il revient parfois sur scène ou dans des séries comme Gangs of London. Sa fortune est estimée à environ 10 millions de $, comprenant plusieurs propriétés à Los Angeles, Dublin et Monaco. Alors, après 33 ans, quelle histoire vous a le plus touché ? Celle de la gloire, de la perte ou de la survie? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.